là. Salut à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va pas intéresser tout le monde, donc je préfère le dire dès le début de la vidéo, en fait comme ça c'est fait. Je vais parler dans cette vidéo, enfin le titre vous l'aura sans doute indiqué, mais au cas où, je vais quand même réitérer. Cette vidéo va parler de mon année, j'ai envie de dire, des concours que j'ai passés et des résultats et un petit peu de ce que j'ai pu en tirer, en apprendre et voilà, des conclusions que je peux en tirer. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, j'en ai fait deux en fait, pas non plus énormément. C'est vrai que c'est des vidéos qui ont été assez regardées quand même, ça a drainé beaucoup de vues et beaucoup de personnes en fait qui n'étaient pas forcément abonnées à ma chaîne, donc je vais commencer cette vidéo par une petite remise en contexte très brève, histoire que les personnes qui débarquent sachent un petit peu de quoi il est question. J'ai envie de faire cette vidéo pour plusieurs raisons. Premièrement parce que je reçois encore à l'heure d'aujourd'hui, là alors que c'est la rentrée, des questions de personnes qui me demandent en fait où j'en suis, qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les résultats, etc. Parce que comme vous avez été quand même extrêmement gentils pour la plupart et très motivant, très compréhensif, et vous m'avez beaucoup soutenu durant cette année. Je pense que c'est un petit peu aussi la moindre des choses en fait, voilà, de vous dire exactement ce qu'il en est, ce qui s'est passé, etc. Je fais aussi cette vidéo parce que j'ai reçu énormément de commentaires et de messages de personnes qui se sont beaucoup retrouvées dans mes vidéos précédentes, et donc j'ai envie aussi de faire un retour d'expérience, voilà, vis-à-vis de ces personnes-là. Et puis parce que j'ai le sentiment que peut-être aussi ça va être une façon pour moi d'y mettre un certain point. Si ça se trouve, ce sera même peut-être un point final et définitif pour toujours, mais bon, voilà. Donc je vais refaire une contextualisation, comme je l'ai dit. Alors, si vous ne me connaissez pas du tout, ce qui est possible, vous allez peut-être cliquer sur cette vidéo parce que vous êtes en études de quoi que ce soit, parce que vous envisagez de passer des concours, etc. J'ai eu un parcours scolaire un petit peu... totalement normal, je veux dire, jusqu'à l'université. À l'université, j'ai un petit peu... Voilà, un petit peu erré, on va dire, de filière en filière. J'ai commencé l'université en fait en psycho, j'ai arrêté au bout de quelques mois pour des raisons de santé sur lesquelles je ne vais pas m'étendre en fait. Bon, j'ai pas pu compléter une année, j'étais très mal et j'ai eu beaucoup de difficultés à retourner à l'université, donc ça a été pour moi extrêmement difficile. Le résultat, c'est que j'ai fait 2 années de japonais qui ont été validées. Suite à ça, je suis rentrée en L2 de littérature, il me semble. Durant cette L2 en fait, de lettres modernes, j'ai dû rattraper beaucoup de cours de L1 que je n'avais pas. Quand je suis rentrée en L3 de littérature, j'ai pris une majeure mineure en linguistique et en lettres modernes. En M1, j'ai fait 2 Master 1 en même temps, j'ai fait un Master de lettres modernes et j'ai fait un Master de FLE, français langue étrangère. Je me suis arrêtée en M1 en FLE. L'année de M1 a quand même été une année assez chargée pour moi parce que j'ai fait un premier mémoire en lettres modernes, j'ai fait un stage que j'ai continué en tant que bénévole pendant plusieurs mois pour mon Master de FLE, et j'ai dû faire un rapport de stage. En M2, j'ai commencé à travailler. Et j'ai dû faire mon mémoire de M2 en lettres modernes. Suite à ça, j'ai enchaîné sur une année de préparation de l'agrégation en lettres modernes à l'université, pendant laquelle je travaillais également. Je n'ai pas fait de classe prépa, je n'ai pas fait l'ENS, je n'ai pas fait la préparation Célignée, je n'ai rien fait en fait qui se remarque et qui soit d'une qualité outstanding comparée à l'université. J'ai toujours été à l'université. Voilà pour le parcours un petit peu plus scolaire, on va dire, et je pense que vous l'avez sans doute remarqué, en fait, à partir de ma L3 même, j'avais des années en fait assez chargées. Ça a commencé à être vraiment chargé en M1. C'est pas que c'était une dose de travail insurmontable, et en plus je suis quelqu'un qui gère assez bien les grosses doses de travail, c'est juste que c'est épuisant mentalement en fait d'être toujours préoccupé de faire quelque chose et de jamais pouvoir se consacrer uniquement à une chose. C'est-à-dire que quand vous faites quand vous faites 2 masters en même temps, que vous faites la rédaction d'un mémoire de l'autre côté, que vous faites un stage de l'autre, et puis que vous faites en plus du bénévolat par la suite, et c'était un stage assez prenant, j'y étais je me souviens même plus. Je crois que j'y étais 4 jours ou 3 jours par semaine, de 9h à midi, et c'était extrêmement drainant et prenant émotionnellement parlant, donc voilà.
Et puis en M2 quand vous travaillez comme prof, ah oui j'ai pas précisé, je travaillais comme prof de FLE dans une école de langue privée. J'étais d'ailleurs en CDI, donc voilà. C'est extrêmement prenant aussi, je travaillais 4 heures par jour, donc vous dites c'est rien, bah en fait imaginez-vous travailler 4 heures par jour durant vos heures de cours, donc déjà vous pouvez pas aller en cours, et puis quand vous êtes prof, vous avez les cours à préparer, vous avez les examens à corriger, vous avez des réunions pédagogiques, etc. Donc c'était des années quand même très chargées, très lourdes, et en plus là je vais contextualiser un petit peu plus en tant qu'être humain. Je suis une personne qui... Je suis une personne qui est stressée très très facilement. Bon, j'ai pas du tout envie de rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais en gros, j'ai fait de la thérapie pendant plusieurs années, j'ai été diagnostiquée avec certains troubles qui font que je suis quelqu'un de très 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 angoissé et qui a une tendance à être plutôt triste. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, voilà un petit peu ma situation quand je me suis engagée dans cette année de préparation à l'agrégation. Autre chose à préciser, je n'avais... parce que justement je suis rentrée en L2 de lettres et que j'ai dû rattraper certains cours, j'ai jamais pu en fait aller au cours d'ancien français parce qu'il tombait sur c'était au même moment qu'un cours de L1 que je devais absolument rattraper. J'ai jamais non plus eu de cours de latin et je l'ai jamais pris en option parce que tout simplement j'étais pas quelqu'un qui se projetait énormément dans l'avenir et je me disais pas je vais passer ce concours de l'agrégation, j'ai besoin d'avoir ces connaissances dans ces matières techniques, et je suis donc arrivée à l'agrégation en n'ayant aucun, mais quand je vous dis aucun, c'est aucune connaissance en ancien français et vraiment quasiment rien en latin, c'est-à-dire que je sais comment fonctionne le latin, voilà, je connais quelques déclinaisons, mais je n'ai aucune pratique du latin, aucun vocabulaire et je suis vraiment nulle en latin. Voilà. Donc je suis arrivée durant cette année de préparation où je travaillais en fait tous les matins, et du coup bah, tous les matins, pensez également au temps de transport habitant à Paris, hein, tous les matins je pouvais pas aller à la fac. Et cette année de préparation de l'agrégation, je l'ai extrêmement mal vécue. Alors je veux pas du tout incriminer l'université parce que l'université dans laquelle j'étais, c'est une université que j'affectionne vraiment, les profs je les aime beaucoup, je trouve qu'ils sont très très humains, très à l'écoute, mais la réalité, je vais la dire dès le début de cette vidéo, c'est qu'en gros, ma situation faisait qu'il était impossible pour moi d'obtenir l'agrégation, tout simplement, très clairement. Et je pense que j'aurais aimé en fait que quelqu'un me le dise, ou j'aurais aimé avoir une expérience et une connaissance de ce milieu pour pouvoir le savoir, pour prendre une année pour préparer en fait les matières techniques en amont, pour mettre de l'argent de côté pour pouvoir être plus tranquille pour une année ultérieure. Et c'est en cela que je pense qu'il est très important de préciser que certaines personnes vont vous dire que le concours c'est la meilleure façon de lutter contre l'élitisme, contre les classes, etc. Parce qu'après tout, voilà, on a tous les mêmes sujets et on se débrouille. Bah, en fait déjà on n'a pas tous les mêmes sujets, ça je vais y revenir, mais c'est totalement faux. Moi, mes parents sont pas allés à l'université, mes parents n'ont même pas eu le bac en fait. Et je connais personne dans mon entourage qui a fait des études similaires aux miennes et qui a fait des concours comme ceux de l'agrégation ou du CAFEP ou du CAPES. Et donc j'avais vraiment aucune idée en fait de ce à quoi ça pouvait ressembler, de ce qu'étaient les attentes, de ce qu'étaient les contraintes même de ces concours-là. Et j'ai perdu réellement, parce que c'est ainsi que je le vis, et j'ai perdu une année en fait à me battre contre du vent en fait, contre des choses contre lesquelles je pouvais pas me battre de toute manière. En travaillant toutes les heures que je travaillais, en ne pouvant pas aller en cours, en ayant du travail encore à préparer à la maison, en gardant également cette chaîne YouTube qui est extrêmement chronophage, et en ayant mes problèmes de santé, il était impossible que j'aie l'agrégation. Je n'ai pas pu aller au cours de grammaire, je n'ai pas pu aller au cours de latin, je n'ai pas pu aller au cours d'ancien français, je n'ai pas pu aller au cours qui traitaient du 16e et du 17e. J'ai pu aller quelques fois au cours sur le 19e et sur le 20e. J'ai fait 2-3 apparitions, il me semble, en deuxième semestre sur les cours qui étaient sur Rabelais, et un Chrétien de Troyes, il me semble, mais c'est tout. Donc vous pouvez vous imaginer, et je tiens à préciser, au milieu, j'ai à peu près arrêté vers janvier en fait de tenter, même chez moi, de travailler, parce qu'en fait j'ai tout simplement je ne pouvais plus en fait. Je pense que j'ai eu un burn-out où mentalement j'ai vraiment craqué, j'ai extrêmement craqué en fait. Je me suis sentie extrêmement nulle, j'avais l'impression d'avoir aucune valeur, que mon avenir était fini, que j'avais aucune option qui s'ouvrait à moi, que j'avais fait toutes ces études pour rien.
que j'avais un master et des connaissances et que ça me servait à rien non plus, et que j'avais endetté mes parents, enfin mes parents se sont pas endettés, mais je veux dire symboliquement je me disais mes parents m'ont tellement soutenu financièrement pendant toutes ces années pour qu'au final je ne puisse rien avoir à cause du système français, parce que j'avais aussi cette idée là en tête, c'est-à-dire que je suis, bien sûr je suis française et je vis en France, mais je suis en contact avec beaucoup de gens qui sont pas français, je consomme beaucoup de culture, de travaux académiques et universitaires, etc., qui ne sont pas français. Je suis beaucoup de gens qui sont qui sont dans la... Comment ça s'appelle en français, qui sont dans le milieu universitaire à l'étranger, et en fait l'agrégation c'est quelque chose de bien français. Et ce que je souhaitais et ce que je souhaite toujours faire, mais bon on en reparlera, c'est faire une thèse en fait. J'ai très envie de faire une thèse parce que j'aime énormément la recherche. Et un point que j'aurais dû préciser, parce qu'il me semble que c'est important pour vous donner une idée, mes deux mémoires, mon premier mémoire c'était sur le végétarisme dans la littérature européenne du 19e, et mon second mémoire c'était sur les représentations du féminin dans les surréalismes français, japonais et égyptiens. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, j'aime énormément la littérature classique, j'aime énormément la littérature française. Je pense effectivement qu'il est important d'avoir un gros bagage littéraire, historique, théorique. Je pense qu'il est effectivement important d'avoir une méthodologie, d'avoir de savoir comment faire une dissertation, comment faire un commentaire composé, une lecture analytique, etc. Bien sûr que ces choses-là sont très importantes. Je suis pas en train de vous dire qu'en fait je pense que c'est pas important, qu'il faut pas évaluer ces choses-là, qu'il faut pas avoir de connaissances en latin, en linguistique, etc. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que personnellement, ce que j'ai envie d'apporter à la littérature, les recherches que j'ai faites et ce que je connais le plus, c'est en littérature comparée. C'est une visée quand même assez engagée de la littérature, assez intersectionnelle et pluridisciplinaire et très libre et assez orientée sur des questions de genre, sur des questions de décolonisation, sur des questions en fait qui sont pas du tout ce qui est présent à l'agrégation, et au-delà de ça sur des choses que je vous le dis honnêtement, vaut mieux pas les aborder en fait à l'agrégation. J'ai fait cette erreur là en fait aux oraux, d'être entière, pleine et d'assumer fortement certaines convictions, notamment sur la leçon. Je suis tombée sur Racine, sur Esther et Athalie, avec comme sujet « Je viens dans son temple adorer l'Éternel ». Le point principal que j'ai développé, en fait, c'était effectivement les modulations de l'adoration avec l'oralité, avec les chants, avec l'originalité en fait de ces tragédies sous la question du style et de la forme. Et la représentation, bref, plein de choses comme ça, mais j'ai axé quand même beaucoup sur effectivement la pluralité du jeu, etc., mais sur qui était l'Éternel en fait. Et j'ai souligné que c'était un pouvoir patriarcal, qui avait quand même un certain souci au niveau de la représentation des femmes, un certain souci au niveau du fanatisme religieux, etc. Je vais vous le dire, c'est pas un secret, j'ai eu 4 à ma leçon. Voilà, personnellement je dis pas que j'aurais dû avoir je ne sais quelle note, mais je sais pertinemment que si je n'avais pas fait ce choix-là, très orienté et totalement valide, hein, pertinent, je veux dire, par exemple Voltaire a souligné en fait le fanatisme présent dans ses pièces, donc c'est pas que moi qui le sors comme ça, mais c'était une approche, une analyse qui n'a jamais été abordée en cours de ce que j'ai pu voir et qui n'était présente dans aucun des manuels ou des guides que publient certaines maisons d'édition pour préparer l'agrégation. Donc j'ai fait ça en connaissance de cause et je me suis tapé 4. Voilà. J'ai quand même du coup décidé d'aller, même si à partir de janvier, comme je vous l'ai dit, parce que mentalement ce n'était plus possible, j'ai totalement tout arrêté, je suis quand même allée aux écrits. Et j'ai réussi les écrits. Alors ce qu'on vous dit aussi en fait, et ce qui est très énervant, c'est ce que les profs vous diront, ce que les gens vous diront, c'est que en fait, vous avez les oraux et les écrits, que l'un peut rattraper l'autre, etc. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Et en fait, l'agrégation est ainsi faite que vous ne savez pas quels sont vos résultats aux écrits, donc vous n'avez aucune idée du nombre de points que vous avez et du nombre de points que vous devez donc logiquement, potentiellement essayer d'avoir pour peut-être ne pas être trop derrière. Et pourquoi est-ce que je trouve ça déplorable? Parce qu'en fait, c'est faux. C'est faux de dire que avec, peu importe le score que vous avez aux écrits, à partir du moment où vous êtes admissible, vous avez une chance. C'est faux. C'est peut-être vrai pour une ou deux exceptions qui auraient des notes incroyables à l'écrit et qui en plus bénéficieraient du fait que tout le monde se loupe ensuite des notes incroyables à l'oral et qui en plus bénéficieraient du fait que tout le monde se loupe à l'oral, donc elles remonteraient et puis les autres baisseraient, donc possible. Sinon c'est faux.
Et pourquoi est-ce que ça m'insupporte? C'est parce que dans ma situation à moi, mentalement très très fragilisée, financièrement très fragilisée également, ayant aussi à préparer les oraux du CAPES ou du CAFEP, c'est la même chose, parce que j'étais aussi admissible aux oraux du CAPES, eh bien j'avais une charge émotionnelle et une charge de travail incroyable. Et encore, j'avais la chance d'habiter à Paris, financièrement j'ai pas dû payer le déplacement, l'hébergement, etc. Alors qu'en fait, je n'avais quasiment aucune chance, au vu de mes résultats aux écrits, de réussir aux oraux. Je n'ai pas eu des notes suffisantes aux écrits, ce qui est totalement logique parce qu'en dissertation nous sommes tombés sur Rabelais. Comme je vous l'ai dit, je ne suis allée à aucun cours sur Rabelais. Je vais être très honnête avec vous, Rabelais, je l'ai lu une fois en fait, l'œuvre, avant d'aller aux écrits de l'agrégation. J'ai eu une note horrible en latin. J'ai eu une note horrible en grammaire et stylistique. Encore une fois, c'est sans doute ma faute, mais je n'avais aucune idée en fait de la méthodologie de ces épreuves-là. C'est ma faute, mais c'est aussi parce que j'ai pas pu aller à ces cours-là parce que je travaillais. Donc je suis arrivée au sortir de ces écrits avec un score qui ne me permettait pas de toute manière de le rattraper aux oraux. Donc ça c'est quand même assez énervant. Et j'ai dû me mettre en fait dans ces oraux, dans ce stress, dans ces dépenses énergétiques, enfin d'énergie, d'émotions, etc. pour rien. Concrètement pour rien. Alors maintenant je regrette pas, attention, d'être allée aux oraux parce que je pense, énième chose extrêmement importante, à moins de connaître, d'avoir de la famille, d'avoir des amis qui sont dans ce milieu, qui sont dans le milieu universitaire, qui sont dans le milieu des concours, qui sont dans le milieu des écoles, je pense qu'il est quasiment... je pense qu'il est très très rare d'avoir l'agrégation du premier coup en étant simple étudiant à la fac qui n'a pas de connaissances dans ce milieu-là. Pas que ça vous donne des pistons, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a tout un protocole, il y a toute une organisation, il y a toute une méthodologie, il y a des attentes, il y a un cadre qui sont très très clairement définis en fait. Et si vous avez ces cartes-là en main, c'est beaucoup plus facile. Et de toute manière, la plupart des personnes que je connais ou que je connaissais vite fait ou de loin qui ont eu l'agrégation, en fait, l'a passé pour la deuxième fois. Et je suis tombée aux oraux en fait sur un jury immonde, je vais le dire tel que c'est. Un prof de Sévigné qui a été extrêmement odieux durant ma prestation orale. Bien sûr, pensez qu'aux oraux il faut aussi jouer le jeu, hein, c'est-à-dire que vous vous ramenez pas avec les cheveux comme ça, vous vous ramenez pas avec vos tatouages apparents, vous vous ramenez même pas en jean normal, hein, vous vous ramenez, enfin moi oui, mais vous vous ramenez habillé comme un prof ayant l'agrégation devrait être habillé. Bref, passons. Et on vous répondra que si les profs sont horribles pendant les oraux, c'est pour vous préparer à l'enseignement. Et bien moi j'ai envie de dire que ça faisait 3 ans que j'enseignais, que j'ai enseigné à des adolescents, que j'ai enseigné à des adultes, que j'ai enseigné à des gens, mais alors vraiment venant de tout pays, de milieux sociaux très très différents, et qu'en fait le stress que vous ressentez lors d'un oral avec un examinateur n'a rien à voir avec une situation en classe. Ça n'a absolument rien à voir, et c'est pas parce que vous n'arrivez pas à garder votre calme, votre contenance face à un examinateur qui vous méprise, qui rigole, qui se moque de vous durant un oral que vous ne pouvez pas être prof. L'agrégation en fait ne juge, et ça j'avais dit dans les vidéos présentes et je suis toujours totalement d'accord avec ça, juge en fait des connaissances extrêmement formatées, très précises sur un ensemble d'œuvres réduit mais à la fois bien trop grand pour pouvoir être une vraie connaissance et un approfondissement personnel. Ça juge également des matières techniques qui ne me semblent pas, mais ça je comprends totalement qu'on partage pas mon avis, mais je le comprends. Je trouve que ça juge des matières techniques qui ne sont pas forcément utiles à tout le monde et qui ne devraient pas être jugées ainsi. Mais ça vaut dans les deux sens, c'est-à-dire que par exemple vous avez la langue vivante, tout le monde n'utilisera pas la langue vivante pour l'enseignement et tout le monde enseignant n'utilisera pas l'ancien français non plus. Ça c'est des choses qui devraient être plutôt choisies par le candidat, il me semble, en fonction est-ce qu'il fait de la littérature comparée, est-ce qu'il va se tourner vers des études plus classiques, etc. Il n'y a aucun moment n'est pris en compte votre travail personnel, vos recherches personnelles, votre conception de la pédagogie, votre conception de l'enseignement, du professorat, etc. Rien du tout. Et je trouve donc, avec même le recul, avec du temps passé, que l'agrégation est en fait... Oui, moi je la trouve toujours aussi ridicule en fait, et toujours aussi absurde. Et la seule chose qui a changé, à la limite, c'est qu'en fait je pense qu'elle n'est pas si
difficile que ça, dans le sens où je pense pas que ce soit... Effectivement, c'est un concours très difficile, exigeant au niveau des savoirs, au niveau des compétences, au niveau des connaissances. Je ne dis pas le contraire. Mais je pense qu'elle reste faisable à ce niveau-là. Où elle devient infaisable, il me semble, c'est qu'il n'y a aucun aménagement prévu, c'est qu'il n'y a aucune bourse prévue. On m'a dit mais si, tu peux demander ton... Ben écoutez, moi avec ma situation de santé, j'avais déjà demandé tous mes droits à la bourse pour l'université. Donc non, il n'y a pas d'aménagement prévu pour les gens qui veulent passer des concours. Il y a une inégalité des préparations. Si vous avez de l'argent, vous pouvez vous payer Sévigné. Si vous avez de l'argent et si vous avez eu un milieu et si vous avez eu de la chance ou un certain enseignement au lycée, etc., vous pouvez aller en prépa, vous pouvez aller à l'ENS, etc. Des personnes m'ont dit que, attention, la prépa, etc., et ceci et cela ne préparaient pas complètement. Je ne dis pas que c'est un ticket gratuit pour l'agrégation. Par contre, nier que ça facilite grandement la connaissance des méthodologies, que nier qu'il y a un entraînement spécifique, qu'il y a une charge de travail spécifique dans ces écoles-là et dans ces univers-là pour préparer à l'agrégation, je trouverais ça un peu gros, voilà, tout simplement. Donc voilà, où ça devient infaisable, l'agrégation, c'est que c'est pas adapté en fait aux gens qui ont une vie normale. C'est que si vous travaillez, c'est mort. Si vous n'avez pas des parents pour vous soutenir, franchement, c'est mort. Si vous ne pouvez pas aller à tous les cours, c'est mort. Ça peut arriver à 2-3 personnes, je l'entends, mais ça reste quand même relativement rare. Et également, ça devient infaisable, c'est que très honnêtement, si vous n'avez pas le discours type de l'agrégation, et ça je l'ai constaté vraiment aux oraux, et beaucoup de gens ont eu exactement le même retour, si aux oraux vous ne produisez pas ce que les examinateurs, ce que le jury attend de vous, ça ne passera pas en fait. Même leurs questions, vous sentez vraiment qu'ils cherchent à vous faire dire des choses. Je trouve que ça a été tout particulièrement le cas en littérature comparée. Et je ne suis pas la seule à le penser. Donc c'est pas, à mon sens, un concours qui valorise de réelles connaissances, qui valorise un réel amour de l'enseignement, qui valorise un travail personnel, qui valorise une recherche innovante, intelligente et actuelle en littérature, qui permettrait, à mon sens, de la rendre plus pertinente, plus populaire, sans perdre en qualité littéraire. Et un dernier point qui me semble quand même important, c'est que nous ne tombons pas sur les mêmes sujets. À l'écrit, nous tombons sur les mêmes sujets. À l'oral, on ne tombe pas sur les mêmes sujets. Et je suis désolée, mais ça fausse quand même beaucoup de choses, à mon sens, tout simplement parce que je suis tombée, par exemple, moi, sur toutes les œuvres que je ne voulais pas. Je vous dis pas que si j'étais tombée sur d'autres œuvres, j'aurais eu l'agrégation. Parce que non, de toute manière, j'avais pas d'assez bonnes notes à l'écrit. C'est pas ça le problème. C'est juste que j'aurais sans doute eu de meilleures notes parce que j'aurais sans doute été plus inspirée, j'aurais sans doute été plus en confiance. Et aux personnes qui me disent non, mais quand t'es prof, t'es sans... Non, en fait, parce que quand t'es prof, tu choisis aussi ton programme. Donc voilà. Du coup, j'ai échoué à l'agrégation. J'ai extrêmement mal vécu cette année. Je pense pas être un cas à part. Je pense pas être la seule étudiante qui sort juste de la fac, qui n'a personne dans son entourage qui a eu la chance de faire des études. Je pense pas être la seule qui a dû travailler pour pouvoir vivre. Je pense pas être la seule qui, mentalement, a peut-être quelques soucis. Et pourtant, très honnêtement, je pense que... j'aurais... Comment expliquer ça? Tout simplement, comme l'a dit en fait à la réunion du CAFEP, la présidente, il me semble, de l'ISFEC, elle l'a dit très simplement, les concours, de toute manière, c'est très simple. Certains l'ont eu mais ne méritaient pas de l'avoir, certains méritaient de l'avoir et ne l'ont pas eu. Moi je pense que ça résume beaucoup de choses pour les concours. Attention, je suis pas en train de vous dire que je méritais absolument d'avoir l'agrégation, mais voilà. Où j'en suis actuellement, je n'ai pas eu l'agrégation, mais j'ai eu le CAFEP. Le CAFEP c'est quoi? C'est le CAPES mais pour l'enseignement privé. Tout le monde me demande pourquoi est-ce que j'ai choisi le CAFEP et pas le CAPES. C'est très simple, j'ai choisi le CAFEP parce que avec le CAFEP on peut quand même décider relativement d'où on va être affecté, d'où on va être muté si vous voulez. Je ne souhaite pas rester toute ma vie à Paris, je ne souhaite surtout pas rester en région parisienne et j'estime avoir le droit de choisir où vivre, où faire ma vie, avec qui, avec mes amis, avec ma famille. Et donc j'ai choisi l'enseignement catholique, enfin l'enseignement privé qui est majoritairement catholique, mais je vais pas vous mentir, j'ai été dans l'enseignement privé, je trouve qu'il y a des avantages, et personnellement j'apprécie énormément le fait que la spiritualité et le religieux ne soient pas un tabou
ne soit pas totalement évincé en fait de l'enseignement. L'enseignement catholique, c'est pas du prosélytisme, c'est juste une présence spirituelle et un accompagnement spirituel qui peut être apporté, et moi je suis vraiment en accord avec ça. Les désaccords que j'ai avec l'enseignement privé et l'enseignement catholique, c'est évidemment plutôt tout ce qui est au niveau de l'élitisme, au niveau des règlements et au niveau d'un certain... tout ce qui me plaît pas forcément dans le catholicisme, c'est-à-dire toutes les déviantes un petit peu homophobes, un petit peu transphobes, un petit peu jugement sur l'apparence, etc. Ça, c'est effectivement des choses avec lesquelles je ne suis pas en accord. Je ne m'en suis pas cachée durant l'entretien pour avoir l'accord, le préaccord collégial, ou je sais plus trop comment ça s'appelle, et je ne m'en cacherai jamais. Mais voilà, je suis pas en désaccord avec l'enseignement privé, et je suis pas non plus, mais alors vraiment pas en désaccord avec le fait qu'il y ait de la spiritualité et même de la religion dans l'enseignement. Ça dépend comment c'est fait. Personnellement, j'étais pas baptisée, mes parents étaient athées, à l'époque j'étais pas croyante quand j'étais dans l'enseignement catholique. J'ai jamais été maltraitée parce que j'étais pas catho. Au contraire, et toutes les discussions que j'ai voulu avoir sur les autres religions, sur la spiritualité, etc. ont toujours été très très bien accueillies. Donc il faut aussi éviter quand même des gros clichés sur l'enseignement privé. Il y a des choses très très négatives, mais il ne faut pas non plus verser dans le n'importe quoi à mon sens. Voilà. J'espère vraiment avoir tout dit dans cette vidéo. Très honnêtement, ça sert à rien de venir dans les commentaires essayer de changer mon opinion sur l'agrégation. Franchement, ça sert à rien. Vous êtes libre d'avoir la vôtre. La mienne, elle est faite de l'expérience, de la réflexion, de la conversation avec beaucoup d'autres personnes, et elle est ce qu'elle est et elle ne changera pas. Peut-être la repasserai-je un jour, mais j'en suis pas sûre. Voilà. J'espère que vous aurez tiré quelque chose de cette vidéo, j'espère que c'est clair en tout cas. Voilà, donc j'ai été affectée dans un collège, j'espère être prochainement affectée dans des lycées parce que c'est quand même la tranche d'âge que je connais le mieux et avec laquelle j'ai travaillé par le passé. Mais voilà, je suis impatiente de découvrir mes élèves, de partager avec eux le français, la langue et les lettres et les œuvres. Et voilà, si vous avez envie d'avoir des retours sur un petit peu voilà, cette année-là, professionnellement, j'en parlerai pas sur YouTube parce que tout le monde peut le voir et que ça peut être problématique. J'en parlerai sur mon Patreon. Si vous me soutenez avec 1 € par mois, en fait, voilà, vous avez accès à tout ce que je poste en termes de vidéos. Et c'est sans doute là que je parlerai de certaines choses en termes de pédagogie, en termes de classe, en termes d'anxiété et de être prof, etc. Voilà, merci pour votre soutien, merci pour votre attention. Bonne chance à toutes celles et ceux qui s'engageraient dans des concours pour cette année. À toutes celles et ceux qui auraient échoué comme moi, franchement c'est pas grave. Je sais qu'on peut avoir l'impression que notre vie dépend du concours, mais en fait il y a vraiment beaucoup d'autres choses et il y a d'autres opportunités, il y a d'autres occasions, et parfois un petit moment où on fait peut-être même un job qui n'est pas ce que nos études nous avaient amené à faire ou qui n'est pas notre premier choix, ça peut aussi juste permettre de se repositionner sur ça, de prendre du temps, de se reposer, de mettre de l'argent de côté, etc. Voilà, j'espère que vous allez tous très très bien et je vous dis à la prochaine. Bye.